Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire en direct sur TV5 Monde. Mon invité ce matin, c'est Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Nul ne l'ignore, vous êtes ancien Premier ministre de ce pays. Lorsque le gouvernement s'est constitué, les épisodes successifs qui ont amené à la nomination de Michel Barnier, on a parlé de vous, on a dit que vous aviez été contacté. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Non, j'ai vu Michel Barnier, que je connais depuis très longtemps, qui est un homme estimable et qui a une tâche difficile. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut essayer de le soutenir. Voilà. On vous avait proposé quoi? Des postes qu'on proposait à un ancien Premier ministre? Non, pas du tout. Non, c'est la défense. Il n'y a eu aucune proposition et aucune sollicitation de ma part. Et je pense que dans ces moments-là, où le pays est face quand même à des défis considérables, et dans une situation politique inédite, due à cette dissolution que personne ne peut comprendre. En tout cas, on ne peut pas en comprendre les raisons profondes, parce qu'on a plongé ainsi, par cette décision du président de la République, le pays dans une crise politique, qui peut d'ailleurs aboutir à une crise de régime ou une crise institutionnelle. Dans ces moments-là, les problèmes de personnes ne doivent pas s'imposer. Et chacun doit faire preuve, notamment ceux qui ont gouverné, de hauteur de vue et de responsabilité. Vous y auriez été, comme on dit ? Mais il faut toujours être prêt à aider son pays et donc à soutenir le gouvernement de la France d'une manière ou d'une autre. Après, ça dépend des conditions. Je trouve par exemple que l'assise de ce gouvernement politique, social, je ne parle même pas de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, est très étroite. Il y aurait une autre solution qui était celle de Bernard Cazeneuve qui avait été envisagée. Ça n'a pas été possible, essentiellement à cause du Parti socialiste. Donc, mais au-delà de cela, au-delà de la politique politicienne, nous vivons un moment trop grave dans le monde, avec des guerres, la puissance de la vague antisémite, le danger de l'islamisme, les défis budgétaires que nous avons, donc pour être à ce moment-là responsable et profondément républicain et patriote. C'est Manuel Valls qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, avec un gros dossier sur l'éducation nationale, évidemment, avec la suppression de 4030 postes à l'école. Oui, alors en fait, je voulais revenir sur la minute de silence qui a été observée à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard lundi. Deux enseignants, deux professeurs assassinés par des terroristes islamistes, parce que enseignants, parce que professeurs à l'école. Est-ce que tout est fait et bien fait aujourd'hui pour protéger les élèves et les enseignants en France? Je crois qu'il y a une prise de conscience, notamment depuis l'assassinat de Samuel Paty, et une prise de conscience du danger, de la pression sur les enseignants. Et il y a une mobilisation, que ce soit avec Jean-Michel Blanquer ou avec le ministre Attal. Mais il faut être conscient que le danger de l'islamisme, je vais en dire un mot, est là, et pour longtemps, c'est-à-dire la volonté de pénétration, d'infiltration de la part des frères musulmans dans la société française, à l'école, dans le sport, dans les quartiers, dans le monde associatif, démontre que eux, ils gèrent le temps long, les islamistes, l'islam politique. Donc il ne faut pas baisser la garde et armer de manière républicaine nos enseignants en les protégeant. Armé de manière républicaine, il faut aussi protéger les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées. Il y a de gros besoins. Or, ce sont les collectivités qui entretiennent ces bâtiments. Là, on parle d'un budget, on va leur demander de faire 5 milliards d'euros d'économie. Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique? Même chose avec les effectifs de l'éducation nationale, où on nous annonce 4030 suppressions de postes d'enseignants. Mais ça renvoie à une question plus générale. Comment on est arrivé là? Je crois qu'on fait face... depuis quelques mois, enfin, de ce que je comprends, on verra ce que dit la commission d'enquête du Parlement, de l'Assemblée nationale comme du Sénat, à une forme d'aventurisme budgétaire inédit, qu'on n'a jamais connu. Depuis plusieurs mois, je lis dans la presse, on savait, on alertait des dangers. Mais là, nous sommes face au mur. Et donc, face au mur, malheureusement, il y a des choix à faire, soit en termes d'économie, soit en termes d'impôts. Mais il faut faire très attention à ce que ces choix ne dégarnissent pas nos propres défenses face aux défis, aux dangers qui sont devant nous. 60 milliards d'euros à trouver sur le prochain exercice. Est-ce que c'est trop? C'est très difficile. C'est beaucoup. Vous savez, en 2016, je regardais les chiffres,
le déficit était à 3,4%. Et quand nous sommes partis, quand le président de la République a cédé sa place à Emmanuel Macron, après la présidentielle, le déficit était à 2,6%. Aujourd'hui, on est à 6,1. 0% de croissance pendant un bon moment. C'était difficile. Et nous voulions en plus, je l'ai fait, baisser les impôts, notamment pour les entreprises, pour améliorer leur compétitivité, et aussi les impôts des particuliers. C'est très difficile, d'autant plus que l'État, c'est comme un tanker. Donc pour dévier sa route, c'est d'une très grande complexité. Il faut garder des priorités. La défense, face au risque de guerre, la police, la justice, les Français le demandent, l'investissement et la recherche, c'est la compétitivité de demain. Donc, c'est extrêmement difficile. Il ne faut pas mentir aux Français, il faut dire la vérité, il va falloir faire des économies, mais à condition qu'elles se placent dans une stratégie. Et évidemment, il faut aussi augmenter les impôts. Et il faut le faire de manière juste. Mais il ne faut pas mentir aux Français, et notamment ceux qui ont gouverné, doivent de ce point de vue-là être très responsables. Alors justement, vous évoquiez la commission d'enquête parlementaire qui a été validée hier. Vous avez Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée, qui parle d'insincérité et ou de cécité. Vous avez Éric Ciotti qui parle de dissimulation. Hervé Morin qui évoque un mensonge d'État. Derrière la volonté de comprendre ce qui s'est passé, il y a aussi... est-ce qu'il n'y a pas le président de la République qui est ciblé dans cette histoire ? Nous ne faisons pas la commission d'enquête avant qu'elle n'ait livré ses travaux, mais il y a eu incontestablement un aventurisme budgétaire, une cécité, des erreurs qui ont été faites. Après, on sait bien que, par exemple, des rentrées fiscales, notamment de TVA ou l'impôt sur les sociétés, peuvent être moindres. L'erreur, elle n'est pas du côté des services de Bercy. Mais à ce niveau-là, ça peut être quelques 0,1 ou 0,2 de points, mais à ce niveau-là, mais quand on est Premier ministre, on ne peut pas ne pas savoir. Vous avez été Premier ministre, donc je vous le confirme. Vous savez comment ça marche. Est-ce qu'on a des processus d'alerte ? Bien sûr. Donc il n'y a pas de moyen de passer à côté de ça. Mais je suis convaincu qu'il y a eu des processus d'alerte, ils existent. Ils ont été ignorés ? Et évidemment, note du budget, note du Trésor, de la Banque de France, de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques, de la Commission européenne, de l'INSEE. Nous avons tous les outils. Après, il peut y avoir encore une fois des mauvaises surprises en termes de rentrée fiscale ou des dépenses exceptionnelles qui peuvent Elisabeth Borne arriver. Et Gabriel Attal, mais les deux premiers ministres. Vous pensez que moi, je vais être le procureur de la commission d'enquête ? Je veux savoir. Mais à tous les niveaux de l'État, on savait forcément. Mais il y a eu deux premiers ministres et un ministre, celui pour qui j'ai de l'estime, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a alerté, qui avait demandé à ce qu'il y ait une loi rectificative sur les finances, une conférence Exactement, sur les finances. c'est pour ça Tout ça a été refusé. Avant de dresser les bûchets et de dire qui sont les futurs condamnés, parce qu'au fond, ça c'est la politique, et c'est vrai qu'il faut chercher des responsabilités, mais moi je m'interroge sur cet aventurisme. Les Français ont droit à la vérité, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est notre pays. Ce sont eux qui, en termes de dépenses, donc de services publics qui peuvent être touchés, ou d'impôts qui peuvent être augmentés, pour les particuliers comme pour les entreprises, qui peuvent être concernés. Donc là, responsabilité et vérité face à cette dérive, face à cet aventurisme. Alors très bien, d'abord on veut savoir, mais derrière il faut aussi redresser les comptes de la nation. Les travaux autour du budget ont commencé hier à l'Assemblée en commission. Est-ce que vous attendez à des échanges homériques, violents ? Ce sera calme, pacifique, constructif ou très tendu ? Vous qui avez connu des assemblées violentes. Je suis député depuis 2018, oui, mais je pense que jamais comme ça, et surtout avec seulement une majorité relative, avec l'impossibilité d'avoir... Donc ça se terminera forcément par un 49-3 ? C'est tout à fait possible, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un outil qui est à la disposition du gouvernement. Mais là, tout le monde doit être responsable, y compris les parlementaires, et notamment les députés qui ont le dernier mot. Parce que la situation est trop grave pour qu'on s'amuse. C'est-à-dire, le président de la République, par la dissolution, a plongé le pays dans un véritable chaos. Lui, il est affaibli à cause de cette dissolution et parce qu'il ne peut pas se représenter. Le gouvernement est faible. Je ne parle pas de la personnalité de Michel Barnier, mais parce qu'il n'a pas de majorité absolue. Il a même une majorité absolue contre lui qui peut à chaque fois déclencher une motion de censure. Donc face à cela, justement, il faut que le spectacle politique, si je puis dire, soit d'un haut niveau de responsabilité et de hauteur de vue. Donc il faut faire des choix. 2 minutes. Et alors, quand vous dites responsabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est hors de question de voter une motion de censure. On peut passer par 49.3, il peut y avoir un dépôt de motion de censure, mais ce gouvernement ne doit pas tomber
pendant la période budgétaire. Sinon, la France n'a pas de budget, c'est ça? C'est pour ça que ceux qui ont exercé des responsabilités, je pense notamment à mes amis socialistes, à mes anciens amis socialistes, parce que je n'en fais plus partie, doivent se rappeler que gouverner, c'est difficile et qu'il faut faire preuve de responsabilité. Mais ça veut dire aussi que les choix qui doivent être faits et par le Parlement et par le gouvernement doivent être lesquels très attentifs à l'attente, aux espoirs, aux craintes, aux peurs des Français qui, là, face à cette situation, qui disent, au fond, à quelle sauce nous allons être mangés. Lesquels socialistes? Parce qu'il y a visiblement dans les socialistes, dans la gauche en général, mais dans les socialistes, des tendances extrêmement différentes. Oui, bien sûr, mais je pense à ceux qui ont gouverné, à ceux qui ont exercé des responsabilités au plus haut niveau. C'est le cas de François Hollande, qui est député. Mais d'une manière générale, à cette famille politique qui a exercé... Donc vous interpellez les socialistes qui ont été en responsabilité pour qu'ils soient responsables. Oui, mais moi j'interpelle tout le monde. Chaque député a un rôle à jouer, parce que sinon c'est trop facile, face à cette situation, qui n'est pas la responsabilité de Michel Barnier lui-même face à cette... Et pardon, et je souligne aussi que ceux qui ont gouverné jusqu'il y a encore quelques semaines doivent aussi être à la hauteur des responsabilités et ne pas se comporter comme des aiguillons seulement, mais en sachant qu'ils ont peut-être aussi une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il y a deux gauches irréconciliables aujourd'hui au sein du Parti socialiste. On va y venir. Il y a deux gauches irréconciliables, notamment sur des questions aussi essentielles que la lutte contre la haine des Juifs. Ça, je vous le confirme. La une de Ouest France, Stéphane Vernet. On parle de la filière automobile française. Peut-elle éviter le crack ou crash? Vraie question. Et puis, il y a aussi les éditions Océan de Ouest France, qui sont en kiosque à partir du 15 octobre et qu'on va voir. Et il y a toute une pléiade de magnifiques unes. Où va la mer? L'esprit grand large, respecte ta mer et nouveaux explorateurs. Donc les éditions spéciales de Ouest France. Merci Stéphane Vernet, vous dirigez la rédaction parisienne de Ouest France, le plus grand quotidien francophone du monde, on le rappelle. Dans un instant, on part pour Lille avec Guillaume Desplanques. Manuel Valls, bonjour. Européen convaincu, que pensez-vous de la percée de l'extrême droite depuis les dernières élections européennes? Et puis, coïncidence du calendrier, Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais et chef de file du Rassemblement national, répond actuellement devant la justice. Le Front national à l'époque, rebaptisé Rassemblement national en 2018, est soupçonné d'avoir détourné des fonds du Parlement européen pour payer des salariés du parti. Paradoxalement, je ne suis pas aveugle, hein. Et je vois bien cette montée du national-populisme ou l'extrême droite un peu partout en Europe sur fond de peur de la globalisation, de ses conséquences, d'effondrement des classes moyennes, d'insécurité, de peur par rapport aux vagues migratoires. Tout ça existe. Mais au Parlement européen, au niveau européen, elle est plutôt contenue. C'est-à-dire que les grandes formations politiques, le Parti populaire, enfin, le centre-droit, le centre-gauche, les socialistes, les écologistes, les libéraux, peuvent former des majorités. Cette extrême droite, d'ailleurs, ou ce national-populisme, n'est pas aussi unique que cela. Entre Madame Meloni, la première ministre italienne, la chef du gouvernement italien, et Madame Le Pen, il y a quand même des sacrées différences. Ils ne sont pas dans le même groupe. Et par exemple, sur le soutien à l'Ukraine ou l'appartenance à l'Alliance Atlantique, il y a des sacrées différences. C'était donc Guillaume Desplanques en duplex de Lille. Il est rédacteur en chef information de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, la chaîne TNT de la Voix du Nord. Et c'est le groupe Rossel qui est notre partenaire dans cette émission maintenant, avec la Voix du Nord, bien sûr, le Courrier Picard et WEO TV. De Lille à Nice, nous allons établir une liaison en direct avec Denis Caro, qui est en direct des locaux de Nice Matin. Bonjour Denis. C'est à vous. Bonjour Manuel Valls. Bruno Retailleau entend remettre en cause la circulaire qui porte votre nom, la circulaire de 2012, et qui permet au préfet de régulariser plus facilement des étrangers pour raisons familiales ou professionnelles. Est-ce que c'est une ligne rouge pour vous ? Non, ce n'est pas une ligne rouge à partir du moment où les principes même de cette circulaire, qui date de novembre 2012, que ces principes restent, c'est-à-dire qu'on laisse la main au préfet pour régler des cas particulièrement difficiles de personnes qui ne sont ni régularisables ni expulsables. Je pense à ceux qui travaillent déjà depuis au moins 5 ans, qui vivent ou qui travaillent en France. Donc il faut les régulariser, ceux qui travaillent dans la restauration ou dans le nettoiement. Je pense aussi à la situation d'enfants qui étaient déjà en France depuis 3 ans. Donc ces principes-là doivent être intégrés dans la loi.
Il faut aussi toujours qu'il y ait une circulaire qui permette au préfet d'avoir la main. Mais la circulaire n'est qu'un élément d'une politique d'immigration de gestion des flux migratoires qui doit changer radicalement. De ce point de vue-là, je soutiendrai Bruno Retailleau dans tout ce qui va dans le sens d'un changement profond, à la fois au niveau européen, c'est en cours. Van der Leyen s'est exprimé sur ce sujet-là, à propos de la directive retour, et au plan national. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit, y compris sur ce plateau, dans la relation avec l'Afrique, par rapport à ce qui se passe en Méditerranée, sur la protection de nos frontières, sur le regroupement familial, sur les reconduites à la frontière. Il faut un changement d'échelle. Il faudra aussi demain également des changements constitutionnels si on veut une politique de quotas pour les métiers en tension. Denis Caro. La dernière loi immigration a été promulguée il y a moins d'1 an, c'était la 30e en 40 ans. Le gouvernement envisage d'en faire une nouvelle. Est-ce que ça vous paraît vraiment indispensable ? Il faut toujours évaluer les effets de la loi, sortir les décrets d'application, mais il y a un élément qui me paraît important, c'est que les articles qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel, souvent, et pas seulement, mais souvent pour des raisons de forme, de méthode, doivent pouvoir être de nouveau discutés et votés par le Parlement. Et là, de ce point de vue-là, je ne suis pas scandalisé. Mais ce que je demande, c'est qu'il y ait le moins d'idéologie possible, le moins de posture possible, le plus de responsabilité, je reprends ce mot, parce qu'au niveau européen, nous avons besoin de nous protéger davantage. Et ce que je crois aujourd'hui, c'est que la priorité n'est pas d'accueillir plus d'immigration, mais c'est d'assurer les conditions d'une intégration et d'une assimilation républicaine puissante, école, laïcité, partage des valeurs, respect de notre langue, de la démocratie, de l'égalité femmes-hommes. Ça, cette assimilation, ça doit être notre priorité, plutôt que d'accueillir de nouveaux migrants, parce que nous n'en avons pas forcément besoin. Denis Caro. Alors justement, sur l'accueil des migrants, l'Italie de Giorgia Meloni met en œuvre ces jours-ci un accord qui lui permet de transférer des migrants vers l'Albanie, où ils pourront faire une demande d'asile. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a expliqué sur RMC que la France ne s'interdisait pas une solution de ce type. Est-ce que cela vous paraît souhaitable ? Oui, je crois que c'est possible. Regardez ce que font des gouvernements de centre-gauche en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, même si ce pays n'appartient pas à l'Union européenne. Et il faut trouver des solutions, soit avec les pays d'origine, avec des possibilités, c'est pas toujours facile, d'accueil sur place des demandeurs d'asile, soit avec d'autres pays tiers comme l'Albanie. Et il faut gérer des situations qui aujourd'hui sont catastrophiques. Il faut que l'Espagne, par exemple, prenne totalement ses responsabilités par rapport à ce qui se passe aux Canaries, qui sont en train de devenir un nouveau Lampedusa avec des situations terribles, critiques. Vous jugez comment l'action de Giorgia Meloni, justement, en Italie ? Mais sur ces questions-là, grâce à l'Union européenne, il y a eu des accords avec... Elle a évolué d'ailleurs. Grâce à l'Union européenne, il y a eu dans l'opposition. Voilà, il y a eu des accords avec l'Égypte et la Tunisie, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui avec l'Albanie, qui par ailleurs est un pays qui frappe aux portes de l'Union européenne. Ce qui veut bien dire qu'il faut être toujours sérieux et responsable, notamment en campagne électorale, parce que quand on gouverne, sur des sujets aussi sensibles, ce sont des sujets humains, on parle d'hommes et de femmes qui meurent en Méditerranée, par exemple, qui font des milliers de kilomètres parce qu'ils cherchent une vie, il faut traiter ces questions-là toujours avec évidemment beaucoup d'humanité, mais aussi avec une très grande fermeté. Et c'est pour ça que moi j'attends des changements profonds dans le domaine de la gestion des flux migratoires. C'est ce que demandent les Français. Ils nous demandent de régler les problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité, mais ils veulent aussi un changement en matière de politique d'immigration. Or, au fil de l'eau, ça fait 40 ans que nous avons à peu près les mêmes politiques d'immigration, donc il faut qu'elles soient véritablement efficaces. Mais il faut le faire avec nos valeurs et avec beaucoup de pragmatisme. La une de Nice Matin, Denis Caro, vous êtes également directeur de la rédaction de Var Matin et de Monaco Matin. La une de Nice Matin, ça recommence. Après une journée de pluie hier, les Alpes-Maritimes sont placées en alerte orange et le préfet a décidé de fermer tous les établissements scolaires en raison du pic d'intempéries qui est annoncé au moment de la fermeture des classes cet après-midi. Merci Denis Caro, vous étiez en duplex et en direct de votre rédaction de Nice Matin à Nice. Et puis de Nice à Lille, donc du sud-nord, c'est la une de La Voix du Nord. La Voix du Nord, notre partenaire, donc avec le Courrier Picard et OEO TV, sa chaîne TNT des Hauts-de-France, que vous voyez à l'antenne actuellement sur les désactivations
illégale. C'est le dispositif anti-pollution qui est à la une de La Voix du Nord. Voilà. Nous continuons cette émission. C'est Manuel Valls, notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, eh bien, La Voix du Nord, le groupe Rossel, est un des actionnaires de 20 minutes. Et c'est le rédacteur en chef de 20 minutes qui est sur notre plateau ce matin, Floréal Hernandez. Dans un instant. Bonjour Floréal Hernandez. Votre autre actionnaire, c'est Ouest France. Hein. Vous êtes exactement vraiment on est bien entendu. Raccord avec Face au territoire. Bonjour, Bruno Retailleau. Oui. Vous intéresse. Oui, comme Denis l'a cité juste avant, Bruno Retailleau est sur tous les dossiers, OQTF, aide médicale d'État, narcobanditisme, Omar Ben Laden. Il est omniprésent dans les médias, comme pouvait l'être Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2007, alors que lui-même, Nicolas Sarkozy, était au même poste de ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est un Sarkozy nouvelle génération, un Sarkozy 2.0 ? On avait dit un peu la même chose me concernant. Eh ben, j'allais vous poser la question. Voilà. Ça arrivait. J'ai bien compris, je vous voyais venir. Écoutez, le poste de ministre de l'Intérieur vous oblige à être en permanence sur le front et sur la ligne de crête. Parce que vous êtes sur des questions extrêmement sensibles, menaces terroristes, menaces islamistes, vagues antisémites, problèmes de sécurité, trafic de drogue, qui est sans aucun doute l'un des sujets les plus difficiles. C'est très intéressant de le dire d'ailleurs sur ce plateau. Vous avez à la fois la réalité que vivent les Français à travers la presse quotidienne régionale et le monde que vous regardez à travers vos chaînes. Donc, et on voit bien que la question du trafic de drogue, du narcotrafic, d'États avec d'États narcotrafiquants ou d'organisations du trafic de drogue avec des moyens considérables pose un défi à l'humanité. Donc le ministre de l'Intérieur est forcément présent sur tous les fronts. Ce qu'on attend de lui, c'est évidemment des résultats, de l'efficacité. Mais avec cette hypermédiatisation aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé notamment aussi pour Nicolas Sarkozy, ça permet de construire une notoriété auprès du grand public, une légitimité au sein d'un parti. Est-ce que on peut penser que derrière, Bruno Retailleau a des ambitions pour 2027 ? Et c'est vous le journaliste, c'est pas moi. Mais c'est vous l'analyse politique. Oui, Nicolas Sarkozy est devenu président de la République. Voilà. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il est passé aux finances et un peu à la tête de l'UMP, mais il est devenu président de la République. Moi, je suis devenu Premier ministre parce que j'étais populaire, donc je souhaite, évidemment, mais il y a déjà un Premier ministre. Vous le voyez, Bruno Retailleau ? Je l'ai vu ce matin, juste avant de venir. Tiens. Qu'est-ce que vous êtes dit alors? Racontez-nous. Bien sûr, je vais tout raconter. Non, mais d'abord, il a souhaité rencontrer tous les anciens ministres de l'Intérieur. Je l'avais fait moi aussi. Nous nous connaissons. Vous êtes un des premiers qu'il a rencontré là? Non, je crois qu'il a rencontré déjà Nicolas Sarkozy. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble, de partager par exemple sur l'unicité de la France, sur la nécessité que la Corse n'évolue pas de manière aventureuse vers une autonomie, etc. Nous n'avons pas parlé de ça ce matin. Nous avons déjà partagé des combats. Après, il y a des différences. Moi, je viens de la gauche républicaine, lui de la droite. Nous avons un grand amour pour Clémenceau. Moi, j'aime beaucoup le Clémenceau laïque, parfois un peu bouffeur de curé, pas lui. Bon, voilà. Donc, mais au-delà de cela, je sais que sa tâche est difficile, qu'il a des défis très importants pour le pays. Et dans la mesure du possible, je l'ai déjà dit, il faut essayer de l'aider. Après, je lui souhaite le parcours politique le plus beau possible. Mais il sait, comme moi et comme vous, que la situation politique est extrêmement fragile et que ce gouvernement lui-même ne tient qu'à un fil. Quel conseil vous avez pu lui donner? Non, mais ça, il sait qu'il est à la tête d'un ministère incroyable. C'est le ministère de l'État. Avec les préfets, les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers, l'administration, des gens qui... Ça a été votre poste le plus passionnant? C'était... maire d'Evry a été passionnant et chef du gouvernement a été une sacrée responsabilité. Mais vous sortez pas le même de ce ministère. Parce qu'y compris, vous regardez, vous voyez un peu la face sombre du pays, le banditisme, les crimes, la violence qui existe dans notre société. Il faut d'ailleurs savoir toujours prendre le recul nécessaire. Mais c'est un ministère avec des pouvoirs qu'on trouve peut-être pas forcément dans d'autres pays, qui doit incarner aussi la République. Ce qu'est notre pays. Je parlais de Clémenceau, ben voilà, il a été peut-être le premier grand ministre de l'Intérieur républicain, il l'a façonné. Donc voilà, il faut s'inspirer de ce qu'il y a dans ce ministère, de ces hommes et des femmes remarquables. Je pense toujours, quand on rentre, c'était le cas encore ce matin, place Beauvau, il y a toujours la plaque
en mémoire de Claude Érignac. Donc il faut penser à ces hommes qui sont morts pour la France. Et puis le Parti socialiste. Ouais, un tout autre sujet. Le Parti socialiste a adopté une résolution, celle d'obliger tout membre des instances nationales du parti et tout candidat à une élection qui aurait l'étiquette du Parti socialiste d'être formé sur les violences sexistes et sexuelles. Qu'en pensez-vous? Est-ce une nécessité? Oui, et pourquoi pas, et je pense que ça peut être utile. Ça vaut d'ailleurs pour tout le monde, face à ce qui est une plaie, une réalité insupportable, parfois à travers des faits divers épouvantables, mais c'est surtout une réalité de tous les instants. Le nombre de femmes tuées, battues, violées tout au long de l'année, ce sont des chiffres tout à fait considérables, effrayants, qui obligent chacun à une grande mobilisation et donc à être formé sur ces sujets-là. Et puis d'un ministre de l'Intérieur à l'autre, Gérald Darmanin. Oui, alors, hop, on revient en arrière. En 2007, un des slogans de Nicolas Sarkozy était « Travailler plus pour gagner plus ». Gérald Darmanin, ce week-end, a parlé de « travailler plus », mais n'a pas parlé de gagner plus. Est-ce que lui aussi s'inscrit dans les pas de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy semble inspirer beaucoup et semble inspirer vos questions. Moi, j'ai toujours pensé que la gauche, moi je parle pour ce qui me concerne, la gauche républicaine devait défendre la valeur travail. On a besoin de travailler, d'abord par rapport à la compétition internationale, parce que c'est aussi une manière de s'épanouir pour la productivité de notre économie, à condition d'être bien payé, bien formé, oui, bien évidemment. Mais la valeur travail, cela fait partie de ma propre identité. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs ces références. Et comment la mettre en avant? Comment, parce que voilà, il y a plein de gens qui estiment bien travailler, mais à un moment, il y a aussi cette valeur travail qui doit être récompensée. Comment mettre en avant? Elle doit être récompensée par le salaire, elle doit être récompensée par la retraite, et il faut faire des choix, parce qu'on va vivre de plus en plus longtemps, parce qu'il va y avoir un déséquilibre démographique. Ces grandes questions sur la démographie, on ne fait pas suffisamment d'enfants, et de l'autre côté, on va vivre plus longtemps, et il va y avoir de plus en plus d'inactifs par rapport aux actifs. Ça, c'est des sujets de fond qui me passionnent, donc il faut évidemment y apporter des réponses. Mais des réponses sur le temps, pas immédiates, et pas à travers des petites phrases. Merci beaucoup, Floral Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, partenaire de cette émission. Dans un instant, Jean-Didier Derry, depuis Lyon. Manuel Valls, bonjour. En 2014, lorsque vous étiez Premier ministre, vous aviez annoncé un vaste plan de la réduction de la dépense publique, incluant notamment une réduction de 11 milliards d'euros sur les collectivités locales. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les efforts du gouvernement devraient encore une nouvelle fois porter sur les collectivités locales? Et si c'est le cas, pourriez-vous nous expliquer comment ces économies pourraient être réalisées tout en préservant la qualité des services publics et le développement territorial? La quadrature du cercle. Vous posez la question de la quadrature du cercle et du cercle à l'intérieur de la quadrature. Donc c'est très difficile. Je me rappelle de la difficulté de faire passer ces mesures, ces réformes, vous les avez rappelées, qui nous ont pas valu une très grande popularité, notamment lors des différents congrès des maires de France, même si nous trouvions toujours un chemin, notamment avec le président de l'époque, François Baroin. Mais là aussi, il faut dire la vérité aux Français. Ça n'est pas vrai que par quelques mesures, notamment, même s'il faut le faire symboliquement, pour les plus riches, les plus fortunés, ou les grandes entreprises, nous allons régler le problème du budget. Nous savons qu'il faut réduire la dépense publique. Donc ça concerne l'État, ça concerne les collectivités territoriales, ça concerne la sécurité sociale, l'assurance maladie et les retraites. Sur tous ces sujets-là, nous sommes obligés de faire des efforts. Mais la difficulté, ou le problème, c'est qu'on est obligé de faire ces efforts le dos au mur, dans les pires conditions. On passe le rabot, on tape fort, et là, on met en cause des services publics. C'est cette absence de stratégie qui est liée à cet aventurisme budgétaire que j'évoquais là, qui risque de faire très mal et de peser sur les Français, sur les collectivités locales, comme sur les entreprises. On retourne à Lyon. Jean-Didier Derry, donc, qui est rédacteur en chef adjoint du Progrès de Lyon. Toujours en 2014, vous vous étiez prononcé pour la suppression des conseils départementaux, suppression que vous aviez prévue pour 2021. Avec le recul, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et toujours avec cette distance, est-ce que vous estimez que c'est une nouvelle piste de réflexion pour le gouvernement? C'est François Hollande qui s'était beaucoup exprimé sur ce sujet-là.
moi j'avais porté, à sa demande évidemment, la réforme surtout des régions. On a créé des grandes régions. Il paraît sur un coin de table comme ça. Oui, oui, ça s'est fait relativement vite, mais il y avait un travail parlementaire de sénateurs. Jean-Pierre Raffarin et Yves Crattinger avaient quand même beaucoup déblayé le terrain. Sur les départements, qui sont en très grande difficulté aujourd'hui sur le plan financier, budgétaire, sur leur politique publique, ils sont dans la Constitution, les départements, hein, donc c'est pas facile de les supprimer. Mais on peut aider à des regroupements. On l'a fait à la métropole de Lyon, il y a les Deux-Savoie, il y a ce qui se passe en Alsace. On peut gagner en efficacité. De l'autre côté, je crois que les Français sont attachés à leur département et à cette entité qui, d'une certaine manière, définit leur propre identité et leur culture. Mais là aussi, il ne faut pas se priver de réformes de fond, d'y voir plus clair quant aux compétences. Peut-être il y a trop de compétences croisées, peut-être que chacun doit revenir pour faire des économies à ses compétences de base et obligatoires. Là aussi, il faut gagner en efficacité. On ne peut pas demander moins d'impôts, moins de déficit et ne pas faire des réformes et de ne pas réduire ces dépenses publiques. C'est Manuel Valls, notre invité ce matin dans Face au territoire en direct sur TV5 Monde. La une du Progrès de Lyon, notre partenaire dont vous venez d'entendre depuis Lyon, son rédacteur en chef adjoint. La voilà, vous l'avez, la une du Progrès de Lyon, le cœur de la jeune Lina retrouvée. Triste actualité. Et puis également le journal de Saône-et-Loire qui appartient également au groupe EBRA, dont voici la une. Et il s'agit d'une une locale, bien sûr. C'est remis en première ligne à la police. Voilà, merci beaucoup Floral Hernandez. On quitte Lyon et tout de suite on va s'intéresser aux questions de géostratégie dans un instant avec Tom Benoît. Bonjour Tom Benoît, avec des conséquences importantes économiques et monétaires du conflit au Proche-Orient. Absolument, c'est ce que nous allons voir avec Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Donc, sur un sujet que vous connaissez bien, sur Israël-Palestine, on s'aperçoit que la monnaie israélienne tient le coup grâce aux réserves de change israéliennes. Par contre, le PIB d'Israël a considérablement baissé, les perspectives se sont effondrées. Et puis il y a des dommages collatéraux autour également dans les pays voisins. Première question, comment est-ce que vous envisagez l'économie pour Israël? Quelles perspectives vous voyez pour l'économie israélienne? C'est très difficile. C'est une économie dynamique qui est portée par ses start-up, par la recherche, l'innovation, qui est évidemment aussi par le tourisme. Ouais. Et tout cela est en grande difficulté. Il y a un point que parfois on ignore, c'est le nombre de salariés israéliens qui sont aujourd'hui dans l'armée. Ce sont des dizaines de milliers qui sont mobilisés. Et quand vous allez à leur rencontre, vous avez à la fois des cuisiniers, des étudiants, mais aussi des chercheurs ou des patrons de start-up. Donc c'est tout un peuple en armes et ça pèse énormément sur l'économie. Et je crains pour l'économie israélienne que cela soit particulièrement long. Alors il y a des conséquences en Iran également, donc il y a un pays qui est particulièrement mêlé. Le grand sujet, c'est le détroit d'Ormuz. On se demande si l'Iran venait à bloquer le détroit d'Ormuz, il y aurait une envolée spectaculaire sur le prix du pétrole. Pour le moment d'ailleurs, il n'y a pas d'envolée particulière sur le cours du pétrole. Est-ce que c'est un élément à prendre particulièrement en compte? Est-ce qu'il faut avoir un regard particulièrement porté là-dessus? Oui, et j'ai vu de nombreux articles sur les réactions des Chinois, notamment. Ouais. Il y a beaucoup de marchés noirs d'ailleurs entre l'Iran et la Chine sur le pétrole. Voilà, il y a un marché noir, il y a des relations, on va dire, ambiguës, étranges, silencieuses entre l'Iran et les Chinois, mais ces derniers reprochant à l'Iran de soutenir et d'armer les Houthis, ces milices yéménites qui empêchent en grande partie toujours le commerce de passer par le canal de Suez et d'obliger, ce qui évidemment renchérit les coûts, de faire le tour par le Français d'ailleurs comme CMA CGM et Rodolphe Saadé qui a été obligé de quitter un petit peu la zone. Tout ça pèse incontestablement sur l'économie, sur les coûts des entreprises. Et il y a une question en filigrane de tout cela parallèle, c'est la relation, on va dire, de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis d'Israël également. Les relations s'apaisent entre l'Arabie Saoudite à nouveau et Israël aujourd'hui. Elles sont toujours tendues avec l'Iran. Quel est votre point de vue sur le sujet? Est-ce que l'Arabie Saoudite va jouer un rôle prépondérant puisqu'elle fait partie des BRICS? Je rappelle que l'Iran a intégré les BRICS également, qu'Israël est plutôt soutenu par le monde occidental, mais par la force des choses a de bons rapports également avec des pays des BRICS, comme l'Arabie Saoudite. Est-ce que... J'ai manié le paradoxe. Je suis inquiet, pessimiste ou réaliste sur le fait que d'une manière ou d'une autre, le fait que l'Iran puisse posséder demain l'arme atomique va obliger Israël, mais aussi les pays occidentaux, mais sans doute aussi les pays arabes du Golfe, à agir. Donc là, nous voyons bien... Et à s'entendre, peut-être.
et à s'entendre, mais nous voyons bien tous les risques qu'il y a sur le plan géopolitique, Bien sûr. géostratégique, militaire et aussi économique. Vous avez très justement rappelé ces conséquences. Et de l'autre côté, je reste convaincu, de ce point de vue-là, la diplomatie française et européenne a été aveugle sur ce sujet-là, que les accords d'Abraham, c'est-à-dire entre Israël et des pays comme les Émirats, le Maroc ou Bahreïn principalement, sont la voie demain pour l'apaisement et la paix. Et notamment, bien sûr, un accord de paix qui serait stratégiquement essentiel entre Israël et l'Arabie saoudite, qui accueille les lieux saints de l'islam, la Mecque, Médine, qui est un grand pays avec une population conséquente, qui est une puissance aujourd'hui économique et politique. Et ça, c'est un élément d'apaisement entre Israël et le monde sunnite, même s'il y a déjà eu des accords de paix, notamment avec l'Égypte et la Jordanie. Donc, nous devons tout faire pour que ce dialogue aboutisse à cette stabilité qui peut aussi amener à une solution par rapport à la question palestinienne. Vous allez beaucoup dans la zone, hein, vous êtes beaucoup rendu en Israël. C'est quoi? C'est une forme de soutien que vous souhaitez apporter en allant sur place? J'ai vu que vous aviez été dans les zones de guerre également. J'ai plusieurs photos de vous en situation là-bas. On vous reproche aussi parfois, sur un autre parti d'échiquier politique, cet engagement pour Israël. Pourquoi si fort? Quand on écoute certains de vos prédécesseurs, Dominique de Villepin, il est complètement sur l'autre bord dans cette affaire. Ça vient d'où? C'est une belle question. Parce que Israël est en première ligne aujourd'hui par rapport à l'islamisme, cet islamisme qui nous combat. Beaucoup de nos compatriotes ont fait le parallèle entre ce qui s'est passé dans le désert du Negev à l'occasion de cette fête, où sont morts des dizaines, des centaines de jeunes tués de manière atroce par les terroristes, et le Bataclan ou les terrasses de Paris. L'islamisme nous mène cette guerre. Et puis Israël est une démocratie, avec évidemment une histoire incroyable qui a amené à sa création. Histoire, peut-être on en dira un mot que le président de la République, Emmanuel Macron, semble ignorer. Une histoire, des valeurs. Israël... Très précisément, est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, a eu tort de faire cette déclaration à ce moment-là? Mais il a eu tort de faire plusieurs déclarations depuis déjà des mois sur le fait qu'on ne vendrait pas des armes à Israël. On interdit maintenant à Israël d'assister à des salons militaires ou le prochain salon naval. Cela me paraît scandaleux par rapport à un pays ami, allié, qu'on doit défendre. On peut avoir les plus grandes critiques sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais laissons les Israéliens, c'est un pays démocratique, décider de leur avenir. Donc là-bas se joue aussi, c'est le cas en Ukraine, une grande partie de notre avenir, et tout geste de faiblesse vis-à-vis de l'islamisme, le Hamas, le Hezbollah, sont des organisations terroristes islamistes. Le Hamas, ce sont les frères musulmans dont j'ai dit un mot tout à l'heure, qui nous combattent aussi dans notre pays. Tout geste de faiblesse est immédiatement interprété pour ceux qui combattent nos valeurs. Une ou deux questions économiques si on a le temps. Une peut-être par rapport à l'Espagne, puisque naturellement vous connaissez particulièrement la situation. Pedro Sánchez a exhorté la Commission européenne à ce qu'il n'y ait pas de droits de douane sur les véhicules chinois, parce que l'Espagne, on peut l'imaginer, envisage de faire s'installer des usines chinoises en Espagne. Est-ce que Pedro Sánchez a raison? Quelle est votre approche? Je pense qui se dissocie de moi, de je suis l'Union européenne. partisan de mesures de protectionnisme, il faut les appeler comme ça, qui sauvegardent notre autonomie stratégique. Et nous savons les difficultés de la filière automobile aujourd'hui, pour d'autres raisons. On l'a vu la une de Ouest France. Exactement. Donc nous devons être, de ce point de vue-là, extrêmement attentifs, et il faut faire très attention. Il faut évidemment des accords de commerce avec la Chine, mais il faut qu'il y ait la réciprocité. Et ces déclarations-là, du point de vue ministre espagnol, me semblent au contraire aller à rebours de ce qu'il faut faire en Europe. Très bien. Dernière question très rapidement par rapport à la situation en France. Il y a un problème apparemment selon le gouvernement sur les arrêts maladie. Et il y a beaucoup plus d'arrêts maladie qui ont augmenté pour les emplois publics que privés. 40% des arrêts maladie sont publics pour 20% des volumes d'emploi total. Est-ce qu'il faut créer une commission ou travailler particulièrement sur les arrêts maladie qui représentent 17 milliards à peu près tout ce qui nous permet de lutter contre les abus, de trouver des économies, doit être fait avec intelligence, avec les partenaires sociaux, mais il faut le faire. Il ne peut pas y avoir plus d'arrêts maladie dans la fonction publique par rapport au privé. Donc il faut, de ce point de vue-là, comme on disait avant, chasser le gaspillage.
Voilà. La une du site Géostratégie Magazine, puisque maintenant c'est un site. Absolument, qui était trimestriel et qui est passé intégralement en ligne. Et la France et les Émirats Arabes Unis, nous en parlions, pourraient cofinancer, c'est même très sérieux comme supposition, le Rafale F5, la nouvelle génération du Rafale. Les Émirats qui font partie des BRICS. Voilà, et qui sont un allié précieux pour la France. Voilà. Merci beaucoup Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Nous partons pour les Antilles, Fort-de-France et Cyril Boutier. Une question à vous poser, Manuel Valls, on l'écoute. Bonjour Manuel Valls, vous connaissez fort bien les Outre-mer. D'ailleurs, lors de la primaire socialiste, vous aviez lancé 35 propositions pour, je vous cite, donner un nouveau souffle aux Outre-mer. Aujourd'hui, on voit que la situation est très compliquée, quels que soient les territoires, chez nous aux Antilles et en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Indien. Qu'est-ce que, pour vous, il faudrait faire et qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas et n'a pas fonctionné ? Bon, il y a des situations très différentes. En Nouvelle-Calédonie, l'incendie, même s'il y avait une situation économique déjà difficile, notamment dans la filière du nickel, est due en grande partie au choix qui a été fait notamment par le président de la République de maintenir à tout prix la loi constitutionnelle réformant le corps électoral. Mais ailleurs, on voit bien que les questions de pouvoir d'achat, de cherté de la vie, doivent être traitées dans une situation très difficile, de très grande dépendance aussi vis-à-vis de l'État. En termes de méthode, il faut saluer ce qu'est en train de faire cette nuit. Voilà, le ministre des Outre-mer pour baisser de 20%, sur certains produits alimentaires, qui était un vrai problème. C'est un vrai sujet. Donc là, dans les Antilles, mais dans les autres territoires ultramarins, il faut agir. Parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment, mais c'est la vie quotidienne des gens qui est en question. Enfin, avec des pouvoirs d'achat moindres, un niveau de pauvreté plus élevé qu'en métropole, si on n'agit pas sur ces secteurs-là, et je me félicite qu'à ce stade, en tout cas, le retour au calme soit bien là et que l'on puisse trouver des accords. Alors, Flora Hernandez de 20 minutes me disait d'ailleurs qu'un chou-fleur, par exemple, acheté à Fort-de-France, est 3 fois le prix d'un chou-fleur acheté à Paris. Produits. Même produit sur place. Voilà, donc on est dans quelque chose de totalement absurde. Et il y a un sentiment d'injustice qui est amené à des violences qui sont évidemment inacceptables. Tant mieux si la voie du dialogue s'impose et qu'on trouve des accords. La une de France Antilles, notre partenaire face au territoire, que vous allez voir, c'est France Antilles et France Guyane, bien entendu. Et vous le voyez, bientôt la fin de la vie chère. J'espère que c'est pas qu'un point d'interrogation. On continue, c'est Manuel Valls qui est notre invité dans un instant. Les questions internationales avec Demet Korkmaz de la rédaction de TV5 Monde. Merci Tom Benoît. Merci à vous. Merci. Et nous partons évidemment pour Strasbourg. Absolument. Zelensky doit détailler son plan de la victoire aujourd'hui, à la fois à l'OTAN et aussi lors d'un sommet de l'Union européenne. Est-ce que Zelensky joue son va-tout aujourd'hui ? Zelensky est à la tête d'un pays qui a été envahi depuis 2014, puis avec la violence que l'on sait en 2022, avec une partie de son territoire qui est occupée par la Russie, avec des dizaines de milliers de morts, avec des villes qui sont bombardées, des écoles, des hôpitaux. Donc il incarne un pays aujourd'hui en résistance. Donc il sait, élections américaines, hiver qui arrive... Il a des raisons d'espérer encore ? Il le faut. Nous devons l'aider, nous devons le soutenir. Je trouve que l'Occident... l'Europe, qui a beaucoup fait pour soutenir ces 2 dernières années, l'Ukraine arrive quand même parfois toujours en retard, je n'ose pas dire d'une guerre, mais de ce qu'il faudrait faire. Zelensky demande notamment des missiles de longue portée pour pouvoir les utiliser pour frapper à l'intérieur du territoire russe. Il doit y avoir une aide sans condition sur l'armement ou le réarmement de l'Ukraine à ses frontières. D'abord, il faut parler clairement aux Ukrainiens. Il faut leur dire que demain, ils rentreront dans l'Union européenne, même si ce sera un processus long. Il faut qu'ils soient membres de l'Alliance Atlantique pour qu'on puisse les protéger au titre de l'article 5. Ça, c'est pour le futur. Et aujourd'hui, il faut leur donner les moyens, parce qu'ils se battent pour qui ? Ils se battent pour eux, pour l'unité de leur nation, pour récupérer leur territoire, mais ils se battent aussi pour nous. Croire qu'en affaiblissant l'Ukraine, en ne l'aidant pas, on va amadouer Vladimir Poutine et la Russie, c'est se tromper lourdement. C'est au contraire mettre en danger, je pense à la Moldavie, vous comprenez peut-être demain les réserves Pays-Bas. De certains pays de l'Union européenne, puisqu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur... Vous comprenez ces réserves ? Non, je ne la comprends pas, parce que c'est ne pas comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Il y a bien longtemps que nous sommes sortis du monde de Yalta et de blocs. Nous sommes dans un monde tragique, instable, où les Nations Unies ne jouent pas leur rôle, où l'Alliance Atlantique, fort heureusement... Mais les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un conseil des États. Qui est bloqué. Donc, aujourd'hui, c'est
la coopération dans le cadre de l'Alliance Atlantique entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, c'est le choix des Européens d'augmenter leur budget de défense, c'est de comprendre que se joue là-bas notre avenir. Est-ce que l'Europe a perdu sa boussole? Parce que quand même, il y a ces aspects géopolitiques, mais il y a aussi les aspects de l'industrie. L'Europe est vraiment très, très en retard aujourd'hui. Est-ce que l'Europe, elle sait où est-ce qu'elle va? J'ai trouvé que l'Union européenne avait été à la hauteur des défis au moment du Covid et évidemment, ne mélangeons pas les choses, de l'Ukraine. Mais dans chaque État, les situations politiques, l'instabilité en Allemagne, en France, démontrent que c'est particulièrement difficile. Mais nous devons comprendre que dans ces moments-là, tragiques, essentiels, de grandes tensions, nous devons comprendre que la guerre est là et que nous devons soutenir l'Ukraine. Il manque un moteur à l'Union européenne. S'il en manquait qu'un, mais il en manque sans doute plusieurs. Il manque sans doute une vision. Et la vision, c'est que nous devons soutenir l'Ukraine parce que c'est notre destin qui est en jeu. Une question qui m'a intrigué. Vous êtes rendu, vous, en Ukraine avec Dominique Strauss-Kahn pour une conférence il y a quelques mois. Vous êtes allé là-bas. Quel était l'objet? Non, nous étions tous les deux invités. Oui, mais vous êtes retrouvés là-bas. À une conférence. Oui, voilà. Dans votre question, on a l'impression que lui et moi, main dans la main, nous étions rendus à Kiev. Non, c'était pas le cas là-bas. Nous étions invités. Discuter évidemment avec Dominique Strauss-Kahn que j'avais pas vu depuis plus d'une dizaine d'années, si vous voulez. Mais bon, lui moi je suis allé assister à une conférence qui était passionnante. Je me rendrai dans quelques mois aussi en Ukraine au moment du 3e anniversaire de l'invasion russe. Et il était écouté là-bas, et lui comme expert financier. Il était écouté là-bas quand il a parlé. Vous avez trouvé oui, j'imagine, parce qu'il a cette expertise. Quel est le sentiment des Ukrainiens? Il s'y est rendu régulièrement depuis plusieurs années. Quel est le sentiment des Ukrainiens vis-à-vis de leurs partenaires européens, justement? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y a à la fois la reconnaissance, parce qu'incontestablement il y a eu de soutien, et parfois il y a une forme de ressentiment, de tristesse. Parce qu'on parle de choses concrètes, vous savez, à Kiev, et je ne parle que de Kiev, croiser des femmes habillées en noir, veuves, femmes ou mères, filles de morts. Il y a toutes ces petites étoiles partout, ces drapeaux en hommage aux morts. Les enfants traumatisés parce qu'ils doivent faire l'école, avoir leurs cours dans le métro, hein, dans les abris. Donc il y a ce sentiment, c'est un peuple qui nous est si proche, c'est une nation désormais très unie à cause ou grâce à Vladimir Poutine, donc il faut les aider. Moi, pour moi, l'Europe est face à deux guerres, l'Ukraine et au Proche-Orient, une guerre existentielle face à l'islamisme, donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire comme avant, le monde a changé. Justement, sur le Proche-Orient, la FINUL accuse Israël d'être visé délibérément. Est-ce qu'il y a 700 Français qui figurent au sein de cette FINUL? Est-ce que vous êtes inquiet pour la FINUL? Mais pourquoi il y a la FINUL? C'est pour faire respecter les résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 1701, qui vise à ce qu'on désarme toutes les milices, ça n'est pas le cas, et au fait que le Hezbollah doit se retirer au-delà de 30 km sur le fleuve Litanie par rapport au nord de la frontière, par rapport à la frontière nord d'Israël. Pardon. Ces deux résolutions ne sont pas respectées. Depuis un an, il y a des négociations. Mais quand Israël vise les soldats de la FINUL? Eh bien moi, je demande surtout que la vraie question, c'est de savoir que font ces soldats. Ils sont pris en otage par le Hezbollah. Ils laissent faire d'une certaine manière. Donc, aujourd'hui, la vraie question, pas de s'interroger sur ce que fait Israël, et c'est bien, il s'attaque aujourd'hui au Hezbollah, qui est une organisation terroriste, qui a pris en plus en otage tout le Liban, qui participe du trafic de drogue dans le monde, qui a assassiné des Palestiniens dans un camp dans la banlieue de Damas, qui agit pour compte de l'Iran. Et nous, on est en train là, de se lamenter sur des bombardements qui pourraient toucher la FINUL. Bien sûr, il faut respecter la FINUL. Mais la vraie question, c'est de savoir que fait la FINUL là-bas. Rien. Elle ne fait rien depuis des années. Donc c'est un vrai... Tous les villages aujourd'hui du sud Liban sont pris par le Hezbollah avec une infrastructure de tunnels qui pourrait les amener, c'est ce qui a été découvert,
à une opération du type du 7 octobre de l'année dernière en Galilée. Donc il faut parler des vrais sujets. Donc il faudrait que la FINUL se retire ou qu'on suspende ces opérations. En tout cas, qu'on redéfinisse sa mission. Qu'on redéfinisse sa mission, mais c'est très difficile, vous savez, l'utilisation des armes par les soldats des Nations Unies. Il faudrait constater en effet l'impuissance des Nations Unies pour appliquer des résolutions et pour désarmer le Hezbollah. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé depuis des années. Merci Demet Korkmaz, qui est journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde. Manuel Valls est notre invité. Retour à la politique française avant de nous quitter. François Hollande, dont vous avez été le Premier ministre, était à votre place la semaine dernière, le 10 octobre, sur ce plateau. Écoutez ce qu'il a dit. Je pense qu'il y aura besoin d'unité, de rassemblement et de l'ouverture. Aller chercher Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve, leur faire comprendre que c'est dans cette nouvelle famille politique que doit se faire la préparation de la présidentielle. Vous allez jouer ce rôle de catalyseur, de parrain, entre guillemets, oui, de l'ensemble. c'est pas toujours un très beau terme, parrain, mais je ne veux pas du tout donner l'impression que c'est ma personne qui devrait être en cause. Moi, j'essaye d'aider. Le parrain François Hollande, qui arrive à concilier tout le monde, depuis LFI, en passant par les écologistes, jusqu'à Bernard Cazeneuve. Il n'a pas dit Manuel Valls, mais ça aurait pu arriver. J'imagine qu'il l'a pensé. Non, mais de ce point de vue-là, il ne change pas François Hollande. Et moi, je peux comprendre. C'est conciliable tout ça? Vous dites que non, vous? Non, je pense que c'est très difficile. Mais je comprends l'idée. Il reprend au fond le projet qui a été celui des socialistes dans les années 60, 70, de regrouper tous les socialistes. Mais pour être candidat lui-même? Je n'en sais rien. Dans la même famille, il a déjà été. Il a été déjà président. Dans la même famille, le Parti socialiste était Épinay en 1971. Mais ce serait légitime qu'il le soit, s'il arrive à rassembler les gens? Ça, c'est une autre affaire. C'est une vraie affaire. Mais c'est une autre affaire au sens que, pour le moment, y compris dans les enquêtes d'opinion, mais lors de la dernière présidentielle, le candidat socialiste s'est trouvé en très mauvaise posture ou se trouve en très mauvaise posture. Mais moi, je pense qu'avant de parler d'union, il faut parler de projet. Alors, il n'y a rien qui puisse concilier, et pourtant ils se sont retrouvés sous la même bannière, François Hollande, pour qui j'ai amitié et respect. Toujours Toujours, bien évidemment. J'oublie pas qu'il m'a nommé Premier ministre, j'ai été ministre de l'Intérieur dans des moments extrêmement difficiles, donc ça reste. Mais de l'autre côté, je ne comprends toujours pas comment on puisse être ensemble, sous la même bannière, avec Philippe Poutou, Madame Obono, quelqu'un qui est fiché S, peu importe, les candidats de la France insoumise, avec un parti qui tient des propos antisionistes, anti-israéliens, qui alimentent la haine des Juifs et d'Israël dans notre monde. Ça, c'est incompatible, c'est irréconciliable. Lui pense que plus le Parti socialiste sera fort, plus tout ceci sera balayé et pourra suivre. Je pense qu'on sous-estime encore aujourd'hui au Parti socialiste, la violence de ce qui se passe avec la France insoumise. Pour le reste, que lui cherche à rassembler la gauche et à la reconstituer, c'est son projet. Il a été premier secrétaire du Parti socialiste pendant des années. Mais je pense que c'est une voie sans issue. Vous viendrez ? Non, mais moi, ce que je veux aider, c'est mon pays, pas mon parti. Manuel Valls était notre invité, l'ancien Premier ministre. Merci d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve jeudi prochain. C'est un président de région, ancien ministre de la Défense, qui sera notre invité, Hervé Morin. Au revoir à tous et bonne journée sur TV5 Monde.